Parfois, ce qui freine ta progression dans la vie, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu crois. Des pensées invisibles, profondément ancrées, que tu répètes chaque jour sans les remettre en question. Elles ne font pas de bruit, mais elles orientent tes choix. Elles sabotent ton élan, freinent ta clarté, éteignent ta motivation. Et le pire, c'est qu'elles donnent l'impression d'être rationnelles, logiques, normales. Tu les considères même comme des vérités. Pourtant, ce sont des pièges mentaux, déguisés en bonnes intentions, qui t'enferment dans une version rétrécie de toi-même. Dans cette vidéo, je vais emmener au cœur de ces 7 pièges silencieux, mais puissants, qui peuvent ruiner ta progression si tu ne les identifies pas à temps. Reste bien jusqu'à la fin, car prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà commencer à les désactiver. Et si tu te reconnais dans l'un d'eux, n'hésite pas à le partager en commentaire. Tu n'es pas seul. 1. Te comparer constamment aux autres. Il y a un poison silencieux qui ronge les ambitions et fige les élans. Il ne fait pas de bruit, mais il agit avec lenteur et efficacité. Ce poison, c'est la comparaison constante aux autres. C'est ce réflexe automatique qui nous pousse à nous retourner pour voir si quelqu'un avance plus vite que nous, qui nous fait regarder la vie des autres comme une mesure de notre propre valeur. On ne le remarque pas toujours, parce qu'il se déguise souvent en ambition, en inspiration ou en compétition saine. Mais en réalité, c'est souvent une source de souffrance subtile mais profonde. Quand tu passes ton temps à regarder ce que les autres ont accompli, tu détournes ton regard de ta propre trajectoire. Tu oublies d'observer ton progrès, tes défis, tes victoires, même les plus modestes. Tu oublies que ta vie, ton rythme, tes luttes, tes capacités, sont uniques. Comparer ton chapitre 2 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre, c'est nier ton cheminement et te condamner à vivre dans une forme d'insatisfaction permanente. Tu pourrais avoir accompli quelque chose de profondément significatif pour toi, mais si quelqu'un d'autre semble avoir fait mieux, tu n'en ressens plus aucune fierté. Quand tu passes ton temps à regarder ce que les autres ont accompli, tu détournes ton regard de ta propre trajectoire. Tu oublies d'observer ton progrès, tes défis, tes victoires, même les plus modestes. Tu oublies que ta vie, ton rythme, tes luttes, tes capacités, sont uniques. Comparer ton chapitre 2 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre, c'est nier ton cheminement et te condamner à vivre dans une forme d'insatisfaction permanente. Tu pourrais avoir accompli quelque chose de profondément significatif pour toi, mais si quelqu'un d'autre semble avoir fait mieux, tu n'en ressens plus aucune fierté. La comparaison est un piège parce qu'elle fausse la réalité. On ne voit chez les autres que la surface, leur réussite, leur apparente stabilité, leur victoire mise en scène. On ne voit pas ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont sacrifié, ni ce qu'ils ressentent en silence. C'est comme observer un iceberg et croire qu'on en a compris la totalité en ne regardant que la partie émergée. Tu ignores ce que cette personne a dû endurer pour en arriver là. Et tu ignores aussi tout ce qu'elle pourrait envier chez toi. En réalité, chaque être humain évolue dans une ligne de temps qui lui est propre. Certains grandissent lentement, profondément, avec des racines solides. D'autres semblent pousser vite, mais se fanent plus tôt. La nature elle-même nous enseigne cela. Un chêne ne pousse pas à la même vitesse qu'un tournesol, et pourtant l'un comme l'autre ont leur beauté, leur fonction, leur force. Se comparer, c'est vouloir changer de nature. C'est oublier que ce qui est juste pour un autre peut être destructeur pour soi. En te comparant sans cesse, tu nourris un mal-être invisible, celui de ne jamais te sentir assez. Pas assez bon, pas assez rapide, pas assez accompli. Tu te bloques dans une spirale où l'autre devient le miroir déformant de ta propre valeur. Et petit à petit, tu finis par douter de toi, par ralentir, par saboter ton propre progrès, simplement parce que tu crois que tu es en retard. Mais en retard par rapport à quoi? À qui? Il n'y a pas de ligne d'arrivée universelle dans la vie. Il n'y a que des directions personnelles. Le seul repère valable, c'est toi-même. Pas toi comparé à quelqu'un d'autre, mais toi par rapport à celui ou celle que tu étais hier. As-tu progressé? As-tu appris? As-tu fait preuve de courage ou de constance? Voilà les vraies mesures. Celles qui t'élèvent au lieu de t'éteindre. Fixe-toi des objectifs internes, non pas pour surpasser les autres, mais pour te rapprocher de ta propre version la plus forte, la plus lucide, la plus paisible. La comparaison peut être utile si elle t'inspire, si elle t'aide à voir ce qui est possible pour toi. Mais dès qu'elle commence à t'éloigner de toi-même, dès qu'elle t'épuise ou te paralyse, elle devient un poison à évacuer. Garde à l'esprit que ta valeur n'est pas relative.
Elle n'est pas déterminée par la vitesse de l'autre, ni par ses succès. Elle est enracinée en toi, dans tes efforts, ton intégrité, et ta volonté sincère de progresser selon ton propre chemin. 2. Confondre confort et bonheur. Il y a une illusion moderne qui, silencieusement, dévore la motivation, la croissance et la profondeur de l'existence, croire que le confort équivaut au bonheur. Dans un monde où tout est conçu pour être plus rapide, plus simple, plus agréable, on pourrait croire que plus on évite la difficulté, plus on s'approche d'une vie épanouie. Mais cette idée est fausse. Et pire encore, elle peut devenir un piège mental destructeur. Le confort est une sensation temporaire. Un canapé moelleux après une longue journée. Un repas riche qui apaise l'estomac. Un moment de distraction sur un écran qui détourne l'esprit du réel. Le confort, en soi, n'est pas un mal. Mais lorsqu'il devient une finalité, lorsqu'on en fait la mesure du bonheur, on entre dans un cercle vicieux, on fuit tout ce qui dérange, tout ce qui bouscule, tout ce qui demande de l'effort. Et en fuyant cela, on s'éloigne de ce qui donne du sens. Le bonheur véritable ne se trouve pas dans l'évitement de la difficulté, mais dans la traversée de cette difficulté. Il naît souvent dans l'effort, dans la sueur, dans le dépassement de soi. Ce n'est pas en restant allongé qu'on bâtit quelque chose. Ce n'est pas en fuyant l'inconfort qu'on découvre ses ressources intérieures. Le bonheur profond naît d'un sentiment d'alignement, de fierté, de construction. Il se forge, il se mérite. Il s'installe dans les silences qu'on a appris à apprivoiser, dans les peurs qu'on a affrontées, dans les matins où on s'est levé même quand on n'en avait pas envie. Confondre confort et bonheur, c'est comme croire que l'eau tiède nourrit autant que le feu. C'est vouloir la douceur sans la croissance, la paix sans l'effort. Mais une vie trop confortable, trop douce, finit souvent par devenir vide. L'être humain n'a pas été conçu pour ne rien endurer. Il a été conçu pour se transformer, pour apprendre, pour lutter et pour s'élever. Et rien de cela ne se trouve dans la zone de confort. La zone de confort est agréable, bien sûr, mais elle est aussi stagnante. Rien ne pousse dans une terre qui n'est jamais travaillée. Regarde autour de toi, les personnes les plus inspirantes ne sont pas celles qui ont tout fait pour rester dans le confort. Ce sont celles qui ont affronté des défis, qui ont accepté l'inconfort de l'apprentissage, la douleur de l'échec, le risque du rejet, et qui ont grandi à travers tout cela. Leur bonheur n'est pas fait de coussins et de repos. Il est fait de sens, de profondeur, de résilience. Il est fait de l'accomplissement de savoir qu'elles ne sont pas restées immobiles. Alors pose-toi cette question simple mais essentielle, est-ce que tu cherches à être bien ou à être libre? Parce que souvent, le confort nous attache, nous endort, nous affaiblit. Il donne l'illusion de la tranquillité, mais il tue l'élan vital. Il fait de nous des spectateurs passifs de notre propre vie. À force de tout vouloir facile, on finit par ne plus vouloir grand-chose. Et c'est là que la progression s'arrête. Choisir la croissance plutôt que le confort, ce n'est pas se condamner à la souffrance. C'est simplement accepter que tout ce qui a de la valeur se construit dans l'inconfort. Apprendre une nouvelle compétence, affronter ses peurs, dire non quand c'est difficile, changer ses habitudes, tout cela est exigeant. Mais tout cela construit un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Un bonheur enraciné. Solide. Authentique. Alors ne te laisse pas piéger par le confort. Il est parfois nécessaire, mais il ne doit jamais être ton but. Ton but, c'est de devenir plus fort, plus lucide, plus libre. Et pour ça, il faut parfois quitter le canapé, éteindre l'écran, affronter ce qui fait peur, et marcher vers une vie qui demande plus, mais qui offre davantage. 3. Attendre la motivation pour agir. Il y a cette croyance, bien ancrée et pourtant profondément trompeuse, que l'on doit attendre d'être motivé pour se mettre en mouvement. Comme si l'énergie, l'envie, le feu intérieur devaient être présents avant chaque action, chaque pas vers l'avant. C'est l'un des pièges mentaux les plus insidieux, parce qu'il paraît logique en surface. Mais en réalité, il est l'un des plus grands saboteurs de progrès personnel. La motivation, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas une source. C'est une conséquence. Elle ne précède pas l'action, elle en découle. C'est lorsque tu fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie, que la motivation surgit. Elle naît dans le mouvement, dans le courage discret de celui qui agit malgré la lourdeur, malgré le doute, malgré la fatigue. Attendre qu'elle vienne, c'est remettre son destin entre les mains d'un courant capricieux et instable.
Si tu relis ton action à la motivation, tu te condamnes à avancer de manière irrégulière. Certains jours, tu seras en feu, rempli d'enthousiasme. D'autres, tu seras vide, apathique, incapable de produire quoi que ce soit. Or, le progrès, lui, demande une forme de constance, de discipline froide, presque mécanique parfois. Ce n'est pas l'élan du cœur qui construit une vie forte, c'est la répétition des actes, même les plus petits, même les plus ennuyeux. Ce n'est pas la passion qui fait les fondations, c'est l'habitude. Pense à un athlète de haut niveau. Crois-tu vraiment qu'il est motivé tous les matins à l'idée de s'entraîner? Crois-tu qu'il ressent chaque jour cette flamme magique qui le pousse à donner le meilleur de lui-même? Non. Ce qu'il ressent souvent, c'est la résistance, la fatigue, l'envie de rester au lit. Mais ce qu'il fait, c'est se lever. Parce que ce n'est pas la motivation qui dirige sa vie, c'est un engagement. Une décision intérieure. Une vision de ce qu'il veut construire. Et cette fidélité à l'effort, même sans émotion, finit par nourrir sa force. Il faut comprendre que la motivation est comme la météo. Tu ne peux pas l'attendre pour vivre. Tu ne peux pas dépendre du soleil pour sortir de chez toi. Si tu le fais, tu restes enfermé à chaque nuage. Il en va de même avec ton parcours. Si tu n'avances que quand tu te sens inspiré, tu t'arrêtes dès que la réalité devient lourde. Et la réalité, souvent, est lourde. C'est dans ces moments-là que se joue ta progression. Non pas dans les instants de clarté, mais dans les instants de gris. La clé, c'est de créer un système dans lequel tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour faire ce que tu as à faire. C'est de transformer les actions importantes en rituels, en habitudes presque automatiques. Comme se brosser les dents. Tu ne te demandes pas chaque matin si tu as envie. Tu le fais, parce que c'est non négociable. Ainsi en est-il du travail sur soi, des projets qui comptent, des disciplines qui t'élèvent, elles doivent faire partie de ta structure, pas de ton humeur. Agir sans motivation, c'est en réalité un immense pouvoir. C'est là que naît la vraie liberté intérieure. Parce que tu cesses de dépendre de ton état émotionnel pour faire avancer ta vie. Tu poses des actes enracinés, solides, même quand tout vacille. Et avec le temps, cette capacité te rend indestructible. Tu deviens fiable. Pour toi-même d'abord. Tu sais que tu peux compter sur toi, non pas parce que tu es toujours enthousiaste, mais parce que tu es constant. Et paradoxalement, plus tu agis sans attendre la motivation, plus elle vient. Comme un feu que tu alimentes en frottant deux pierres. Au début, rien ne se passe. Puis une étincelle. Puis une flamme. Et cette flamme t'encourage à continuer. Pas l'inverse. La motivation n'est pas une graine qu'on attend. C'est une fleur qui pousse quand on laboure le sol, même sous la pluie. Alors n'attends pas d'avoir envie. N'attends pas d'être inspiré. Pose l'acte. Rédige la page. Fais l'appel. Commence la marche. Même si tu te sens vide. Même si tu doutes. Car chaque fois que tu agis sans appui émotionnel, tu renforces un muscle intérieur. Celui de la discipline. Celui de la foi. Celui de la maturité. Et c'est ce muscle-là qui te fera traverser les hivers. 4. Penser que les échecs définissent ta valeur. L'un des pièges mentaux les plus destructeurs dans une vie est cette idée insidieuse selon laquelle tes échecs te définissent. Comme si chaque chute, chaque erreur, chaque tentative manquée devenait une preuve irréfutable de ton incompétence, de ton incapacité, voire de ton inutilité. C'est un poison lent, mais redoutablement efficace. Parce qu'il ne détruit pas seulement ton estime de toi, il s'attaque à la racine même de ta progression, ta volonté de continuer. Il faut comprendre une chose fondamentale, échouer ne signifie pas que tu es un échec. Cela signifie que tu es en mouvement. Que tu as osé. Que tu t'es exposé à l'inconnu, que tu as tenté quelque chose, que tu n'es pas resté figé dans l'illusion de la sécurité. Le véritable échec ne se trouve pas dans la tentative qui n'aboutit pas. Il se trouve dans l'abandon de soi, dans cette croyance que tomber veut dire qu'on est tombé pour de bon. Penser que tes échecs te définissent revient à confondre un chapitre avec l'histoire complète. Ce serait comme juger un livre à une page déchirée. Ce serait comme croire qu'un hiver représente toute une année. Et pourtant, combien de fois laisse-t-on ces moments difficiles teinter toute notre perception de nous-mêmes? Combien de fois se répète-t-on, après une erreur, « Je suis nul, je ne suis pas fait pour ça, je ne vaux rien », comme si ces mots avaient autorité sur notre avenir?
L'échec n'est pas une sentence. C'est une leçon. Et c'est une leçon que seuls ceux qui agissent peuvent recevoir. Ceux qui restent en retrait, dans la peur de mal faire, échappent à l'échec, mais aussi à l'apprentissage, à la croissance, à la transformation. Tu ne peux pas grandir si tu ne tombes jamais. Car la vérité, c'est que certaines chutes sont nécessaires. Elles cassent l'arrogance, elles révèlent ce qu'on doit corriger, elles te recentrent sur l'essentiel. Un échec bien analysé peut t'apprendre en une semaine ce qu'un succès confortable n'aurait jamais pu t'enseigner en 10 ans. Tu dois apprendre à ne pas t'identifier à ce que tu rates. Tu n'es pas un projet manqué. Tu n'es pas un entretien raté. Tu n'es pas une relation brisée. Ce sont des expériences, pas des étiquettes. Ce sont des épreuves, pas des définitions. Elles t'informent, elles ne te forment pas. Ce qui te forme, c'est ce que tu fais après. C'est ta capacité à te relever, à réévaluer, à ajuster ton approche sans abandonner ta valeur intrinsèque. Regarde les grandes figures de l'histoire. Aucun n'a réussi sans tomber. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir un symbole mondial de paix et de résilience. Thomas Edison a échoué des centaines de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Même les philosophes stoïciens, dont la sagesse continue d'éclairer des millions de personnes, ont connu la souffrance, l'injustice, la défaite. Mais ils ont refusé de se réduire à leurs épreuves. Ils ont utilisé ces épreuves comme tremplin pour élever leur esprit. Le piège, c'est de rester dans l'échec mentalement, même quand tu es déjà passé à autre chose dans les faits. C'est de porter un poids qui n'a plus lieu d'être. C'est de vivre avec un récit intérieur qui te répète que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas, alors que le simple fait de te poser ces questions prouve déjà ta volonté de t'améliorer. Tu dois changer ce récit. Tu dois cesser de voir tes échecs comme des jugements, et commencer à les voir comme des balises, comme des corrections sur une carte de navigation. Ils t'aident à t'orienter, pas à te définir. Alors, la prochaine fois que tu échoues, parce que tu échoueras, comme nous tous, pose-toi cette question: qu'est-ce que cet échec essaie de m'apprendre? Et non, qu'est-ce que cet échec dit de moi? Car s'il dit quelque chose, ce n'est pas une insulte. C'est une invitation. Une invitation à devenir plus sage, plus précis, plus solide. Une invitation à te forger dans le feu de l'expérience, plutôt qu'à t'effondrer sous le poids de la culpabilité. Rappelle-toi, ce ne sont pas les échecs qui arrêtent une vie. C'est ce qu'on en fait. Et c'est ce qu'on décide d'en croire. Refuse de te définir par tes tombées. Choisis de te définir par ta capacité à te relever. 5. Avoir peur du regard des autres. L'un des pièges les plus subtils et paralysants dans une vie, c'est cette peur permanente de ce que les autres pourraient penser de toi. Ce regard invisible, omniprésent, qui t'accompagne dans chacun de tes choix, chacune de tes paroles, chacun de tes gestes. Comme une ombre psychologique, toujours là, toujours pesante. On ne la voit pas, mais on vit à travers elle. Elle guide nos décisions, elle limite nos élans, elle conditionne nos ambitions. Et pourtant, elle n'est qu'une illusion. Ce qui détruit la progression dans une vie, ce n'est pas l'échec en soi. Ce n'est pas l'erreur. Ce n'est pas même le doute. C'est le renoncement à soi-même par peur du jugement. C'est de ne pas oser être vrai, être imparfait, être débutant, simplement parce qu'on redoute ce qu'on imagine que les autres pourraient dire. Mais on oublie une chose essentielle, les autres pensent rarement autant à nous qu'on le croit. Le monde ne tourne pas autour de nos gestes. Et même si certains jugent, ils oublient vite. Quand tu vis pour plaire, tu deviens un acteur dans ta propre vie. Tu joues un rôle. Tu dis ce que tu crois qu'on attend de toi. Tu évites ce qui pourrait choquer, déplaire, déranger. Tu te réduis à une version lisse, acceptable, mais profondément étrangère à qui tu es vraiment. Et à force de te conformer, tu te perds. Tu avances sur un chemin qui n'est pas le tien. Tu construis une façade, mais tu creuses un vide. Imagine une fleur qui, au lieu de s'ouvrir au soleil, se referme chaque fois qu'un regard passe. Elle ne s'épanouit jamais vraiment. Elle survit, mais ne vit pas. C'est ce que fait la peur du regard des autres. Elle t'empêche d'éclore. Et le plus tragique, c'est que pendant que tu te retiens, pendant que tu t'autocensures, les autres, eux, avancent. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont accepté une vérité simple, ils seront jugés quoi qu'il arrive. Et toi aussi. Tu peux faire les choses bien, on dira que tu es prétentieux. Tu peux faire les choses mal, on dira que tu es incompétent.
Tu peux ne rien faire, et on te reprochera ta passivité. Alors pourquoi ne pas faire ce que ton cœur te dicte? Pourquoi ne pas choisir d'assumer ta voie, ton chemin, ta manière d'être, avec tout ce que cela implique d'imperfection, mais aussi d'authenticité? Ce n'est pas facile. On ne se libère pas de cette peur en un jour. Elle est ancrée en nous depuis l'enfance, nourrie par le besoin d'appartenance, par le conditionnement social, par des années à chercher l'approbation de figures d'autorité. Mais il faut commencer à la défier. Doucement. En osant dire non quand on pense non. En osant dire oui même si personne ne comprend. En acceptant d'être jugé sans pour autant se rabaisser. Et il faut surtout comprendre ceci, ceux qui te critiquent ne te connaissent souvent qu'en surface. Ils parlent à partir de leurs propres insécurités, de leurs frustrations, de leurs projections. Leurs mots ne sont pas des vérités. Leur regard n'est pas un miroir fidèle. C'est un filtre. Et tu n'as pas à vivre sous leur filtre. Tu ne peux pas progresser si tu vis constamment dans l'attente de l'approbation. Le progrès, le vrai, celui qui transforme, demande du courage. Il demande parfois de déplaire, de faire des choix impopulaires, de prendre des décisions que seul toi peux comprendre. C'est inconfortable, oui. Mais c'est aussi libérateur. Car à partir du moment où tu te détaches du regard extérieur, tu retrouves une liberté intérieure immense. Tu n'as plus à performer. Tu n'as plus à cacher. Tu peux être. Et c'est là que ta progression devient réelle. Parce qu'elle vient de toi. Pas de l'image que tu veux renvoyer. Pas du personnage que tu joues. Mais de ta vérité. Et cette vérité, même imparfaite, même fragile, est 1000 fois plus puissante que toutes les apparences réunies. Alors si tu veux vraiment avancer dans ta vie, commence par regarder en toi. Demande-toi ce que tu retiens par peur. Et ensuite, avance. Pas pour impressionner. Pas pour être validé. Mais pour être fidèle à la personne que tu es en train de devenir. 6. Tout vouloir contrôler. Il y a une illusion tenace que beaucoup nourrissent sans même s'en rendre compte, l'idée que si l'on contrôle chaque détail, chaque personne, chaque issue possible, alors les choses se passeront bien. Cette croyance donne l'impression de sécurité, d'anticipation, de puissance sur le cours de notre existence. Mais en réalité, vouloir tout contrôler est l'un des pièges les plus épuisants et destructeurs qui soient. Ce n'est pas une force. C'est une tension intérieure permanente qui, au lieu d'ouvrir le chemin du progrès, l'entrave, le fragilise, l'asphyxie. Contrôler tout, c'est vivre en guerre avec l'incertitude. C'est refuser la nature même de la vie, qui est imprévisible, mouvante, parfois déroutante, souvent incontrôlable. Le besoin de tout maîtriser naît souvent d'un terrain d'insécurité profonde. On se persuade que si tout est sous notre emprise, on pourra éviter les erreurs, les pertes, les blessures. Mais ce que l'on évite aussi, dans ce réflexe de contrôle, c'est la spontanéité, l'évolution naturelle, la créativité, les opportunités inattendues, et même parfois le bonheur. C'est comme vouloir naviguer en pleine mer avec un gouvernail figé. Tu veux garder le cap que tu avais imaginé à tout prix, sans tenir compte des vents, des courants, ni même des tempêtes. Et tu t'étonnes ensuite que le bateau se brise. Mais la mer ne t'appartient pas. Elle a ses humeurs, ses lois, son rythme. Comme la vie. Et le progrès ne vient pas de la rigidité, il vient de l'adaptabilité. De la capacité à réagir intelligemment à ce qui échappe à ta volonté. Dans cette quête illusoire de contrôle, tu deviens aussi rigide avec toi-même. Tu veux que chaque jour suive ton plan à la lettre, que chaque projet se déroule comme prévu, que chaque personne autour de toi agisse selon tes attentes. Et chaque écart, chaque imprévu, chaque déviation te frustre, t'angoisse, te ralentit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette exigence absolue te coupe de l'essentiel, la fluidité du réel. La capacité d'accueillir, de t'ajuster, de réagir avec sagesse plutôt qu'avec panique. Pire encore, ce besoin de contrôle absolu tue tes relations. Quand tu veux diriger l'autre, corriger l'autre, modeler l'autre à ton image, tu ne construis pas un lien, tu crées une tension. Et cette tension finit toujours par casser. On ne peut pas aimer sincèrement quand on exige. On ne peut pas être écouté quand on étouffe. On ne peut pas grandir ensemble quand on ne laisse aucune place à l'imprévisible. Le progrès, le vrai, demande une confiance plus profonde. Pas une confiance naïve, mais une confiance ancrée dans cette conscience que tout ne dépend pas de toi, et que c'est très bien ainsi. L'univers ne fonctionne pas sur commande.
Il n'obéit pas à ton agenda. Il te met face à ce que tu dois apprendre, pas ce que tu veux contrôler. Et parfois, il te faut perdre le contrôle pour comprendre ce que tu dois vraiment maîtriser, ta manière de répondre. Le stoïcien Marc Aurèle disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Et dans ce besoin de tout contrôler, ce qui te trouble, ce n'est pas l'imprévu, c'est ta croyance que tu devrais l'empêcher. Lâcher ce besoin, ce n'est pas renoncer. C'est respirer. C'est faire de la place. C'est comprendre que dans ce que tu ne contrôles pas, il y a parfois les plus grandes leçons de ton parcours. Tu ne choisis pas la pluie, mais tu peux choisir comment tu marches sous l'orage. Alors, si tu veux progresser, commence par reconnaître les frontières entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Travaille sur le premier. Accepte le second. Et tu verras que, paradoxalement, c'est dans le lâcher-prise que se trouve la plus grande forme de puissance intérieure. Celle qui ne cherche pas à dominer, mais à évoluer. C'est chercher la perfection au lieu de l'amélioration. L'un des pièges mentaux les plus subtils et les plus destructeurs pour quiconque cherche à progresser dans la vie, c'est cette idée obsédante de devoir être parfait. Pas simplement bon. Pas en progrès. Mais parfait. Sans faute, sans faiblesse, sans erreur. Et sous cette exigence étouffante se cache souvent une peur. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas mériter l'amour ou la reconnaissance si l'on n'est pas irréprochable. Pourtant, cette course à la perfection, loin d'être noble ou admirable, est un poison lent qui fige l'action, érode la confiance, et empêche toute croissance véritable. La perfection est une illusion brillante, mais trompeuse. Elle brille comme un phare, mais elle éloigne du rivage. Elle fixe un idéal inatteignable et te pousse à croire que tu n'es jamais assez. Que tu n'en fais jamais assez. Que tu n'es pas prêt tant que tout n'est pas exactement comme tu l'as imaginé. Alors tu attends. Tu repousses. Tu corriges encore et encore. Tu ne publies pas, tu ne commences pas, tu n'oses pas, parce que ce n'est jamais parfait. Mais pendant que tu ajustes les moindres détails d'un projet que tu ne lances jamais, d'autres avancent, se trompent, apprennent, grandissent. Le progrès réel ne se trouve pas dans l'idéal théorique, mais dans l'expérience vécue. Ce sont les erreurs, les tâtonnements, les ajustements constants qui forgent une compétence, une vision, une force intérieure. Vouloir être parfait, c'est refuser d'être en apprentissage. Et refuser d'être en apprentissage, c'est refuser d'évoluer. Imagine un sculpteur qui ne commencerait jamais à frapper dans la pierre parce qu'il redoute de briser un angle. Il reste figé, paralysé devant son bloc brut, alors que tout chef-d'œuvre commence par un premier coup maladroit. Le progrès, c'est frapper, observer, corriger. C'est accepter que le début sera désordonné, imparfait, parfois décevant. Mais c'est dans cette imperfection que réside la vérité d'un cheminement sincère. La perfection exige le contrôle total. L'amélioration accepte le désordre initial. Et dans ce désordre, il y a du vivant. De l'organique. Quelque chose qui respire. Ce n'est pas lisse, ce n'est pas brillant, mais c'est réel. Et ce qui est réel peut évoluer. Ce qui est figé dans la recherche du sans faute, lui, meurt lentement. Chercher la perfection, c'est souvent chercher à plaire, à impressionner, à se protéger du rejet. C'est une armure mentale contre l'exposition. Mais ce que tu caches derrière cette armure, c'est ta vraie voix. Ton essence. Ta vulnérabilité. Et ce sont ces choses-là, justement, qui touchent, qui inspirent, qui changent les autres. L'authenticité est 1000 fois plus puissante que la perfection. Car elle connecte. Elle est humaine. Elle est crédible. Si tu veux vraiment progresser dans ta vie, commence par faire la paix avec l'imperfection. Accepte qu'il vaut mieux un pas mal assuré qu'un pas parfait qui n'est jamais posé. Lance-toi. Répète. Échoue. Corrige. Avance. C'est dans ce cycle que tu deviens plus fort, plus clair, plus compétent. La perfection n'est pas une condition d'entrée. Elle est une illusion d'orgueil. L'amélioration, elle, est une discipline d'humilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as besoin de commencer pour t'améliorer. Ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas de simples idées à retenir. Ce sont des miroirs. Des rappels. Des invitations à reprendre la responsabilité de ton chemin intérieur. Parce que ces pièges mentaux ne disparaissent jamais complètement, mais dès que tu les reconnais, tu reprends le pouvoir.
Tu redeviens l'architecte de ta progression, au lieu d'en être la victime silencieuse. Souviens-toi, ta plus grande transformation commence dans ton esprit, bien avant qu'elle ne se voie dans ta vie. Alors prends un moment, observe tes schémas, questionne tes pensées. Et avance, un pas à la fois, avec lucidité et intention. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, laisse un commentaire, partage ton ressenti, et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines réflexions profondes sur la maîtrise de soi et la progression personnelle. Merci d'avoir regardé. Et continue d'avancer, avec conscience.